Et ça me semble aussi une des clés de l'avenir, d'avoir des échanges entre des ressources brutes et du kilowattheure. En fait, l'Arménie est exportatrice, légèrement, mais exportatrice de kilowattheure, ce qui signifie qu'elle a compris son rôle, un peu comme la France d'ailleurs, comme un rôle de transformation de ressources brutes. Ça fait partie des solutions de ça, la logique de la chaîne de valeur de transformer. Je passe aussi sur l'organisation interne de l'Arménie, avec son ministère de l'énergie et son ministère de la protection de la nature, qui rejoignent la préoccupation du développement durable. Je passe également sur son enclavement et sur sa rupture avec l'Azerbaïdjan, qui est une rupture dommageable, compte tenu du potentiel pacifique de ces deux entités et donc du potentiel de coopération. Je passe sur les tremblements de terre, qui font partie de la gestion des risques sismiques, qui sont très importants et où interviennent des fondations humanitaires de renom, pour emmener au troisième pays, donc l'Azerbaïdjan, qui affiche un code d'ouverture libérale pour attirer les investissements internationaux, ce qui est réussi, puisque les Émirats arabes unis sont le premier investisseur en Azerbaïdjan, suivi par la Turquie. J'ai pas mis en troisième, mais ce sont en fait les îles britanniques et autres paradis fiscaux britanniques qui sont en troisième, et puis la Russie. Donc on voit bien à travers les Émirats, la Turquie et la Russie, les acteurs, on va dire, du financement long et donc de la présence énergétique longue, des projets énergétiques longs pour l'Azerbaïdjan. Donc un pays qui est performant au niveau énergétique, qui a voyé développer ses exportations de façon sensible, un pays qui quelque part est capable d'avoir des nerfs solides, de gérer ses intentions belliqueuses ou de les modérer, y compris vis-à-vis de son cousin turkmène, mais qui n'est pas sans risque, effectivement, de forte opposition sur des enjeux lourds, par exemple à traverser la Caspienne par des autoroutes souterraines, non pas des rails, mais des tuyaux. Donc je voudrais terminer là-dessus, sur le défi de l'interconnexion, avec ce modèle toujours, le modèle PREST, politique, religieux, économique, sociétal et technologique, et puis quelques solutions qui résultent, pour dépasser ces conflits, pour dépasser ces situations, qui résultent en fait de technologies contemporaines, technologies qu'on peut appeler technologies légères. Je crois que c'est important de dire que les technologies énergétiques ne sont pas forcément toutes lourdes. Il y a également des solutions smart grid, des solutions d'adaptation, des solutions économes, des solutions elles-mêmes non gourmandes, des solutions écologiques, et que ce paysage smart grid qui se développe peut, en tout cas au niveau du dernier kilomètre vis-à-vis des consommateurs, peut amener beaucoup. Je voudrais conclure, c'est un peu rapide, mais pas de problème, on pourra en parler, je suis à votre disposition, il y a des articles. Et je voudrais terminer sur un élément clé que j'ai découvert en fait en creusant la question de qui fait quoi. Et je voudrais terminer là-dessus. En fait, pour qu'il y ait interconnexion, il faut qu'il y ait une entité commune. Pouvons-nous rêver aujourd'hui, en 2010-2011, à une entité commune Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, qui serait une entité de gestion de l'interconnexion en fait, des trois. C'est-à-dire en fait un comité des parties prenantes au réseau électrique. On peut y rêver d'autant mieux et d'autant plus à partir de solutions d'infrastructure qu'un pays comme la Norvège nous donne une leçon, et même une fameuse leçon, en étant un petit pays dont la taille est absolument ridiculement faible, mais dont l'espace mental est très fort, puisque ce petit pays a depuis 1991 développé une politique qui n'est pas gratuite, qui n'est pas bénévole, mais qui est intéressée et intelligente, je crois, d'intervention et de rééquilibrage de sa position sur la mer Arctique, l'océan Arctique, de rééquilibrage en étant présente en fait de façon très intéressante dans le Caucase. À travers sa société de conseil Econ Pöyry, qui est d'ailleurs norvégienne et finlandaise et britannique, la Norvège en fait joue un rôle clé dans l'établissement de rapports énergétiques et de rapports de coopération entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Ça c'est ce qui est fait. Et je crois demain entre la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans une perspective, me semble-t-il, de rééquilibration de sa position vis-à-vis de la Russie.
C'est très intéressant de voir que la petite Norvège et le grand Russe s'entendent finalement asymétriquement, aussi bien dans l'Arctique et vis-à-vis des enjeux de la mer Baltique que dans la Caspienne et dans le Caucase. Donc je voudrais terminer simplement en remerciant Pitirim Sorokin de m'avoir inspiré dans la notion d'altruisme comme étant une des clés de la solution politique de cette zone agitée mais prometteuse qui s'appelle donc le Caucase et qui finalement est pas très loin d'ici. Merci beaucoup. Merci Bernard pour cet exposé extrêmement stimulant et assez paradoxal au sens où il est à la fois conceptuel tout en étant assez concret. Vous avez réussi là un vrai tour de force. Je pense que votre exposé suscitera des questions que nous poserons de manière globale à la fin de la matinée, et en particulier le final que vous avez proposé à notre sagacité sur les relations Norvège